Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur a repris la route des brasseries pour une 7e saison. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse des coûts des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 4, Dominique Bodendistel, Fabrice Schnell et Olivier Bernhardt, brasserie Licorne à Saverne, en Alsace. Nous sommes à Saverne, à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Strasbourg. À l'époque gallo-romaine, la ville s'appelait Trestabernet, les Trois Tavernes. C'était une ville-étape pour les voyageurs. Il y a eu à Saverne jusqu'à 12 brasseries. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une, la brasserie de Saverne, devenue en 2008 la brasserie Licorne, du nom de la créature légendaire, emblème de la ville. En 2016, la brasserie Licorne est quasiment le leader européen de la marque de distributeur, puis elle se recentre en 2019 sur ses propres marques. Détenue par le groupe allemand Carlsberg, elle aurait dû être cédée à ses dirigeants français en 2020, mais l'épidémie de Covid-19 a fait capoter le projet de cession. En 2022, la brasserie Licorne produit 900 000 hectolitres, dont 93% de bière. Le jour de notre visite, c'est Dominique Bodendistel, PDG de la brasserie Licorne, qui nous accueille. Bonjour, je suis Dominique Bodendistel, président de la brasserie Licorne. Bienvenue à Saverne, dans notre très belle brasserie. On est en Alsace, Dominique, à une 50aine de kilomètres à l'est de Strasbourg, à Saverne, où démarre l'aventure de cette brasserie en 1845. À la limite, ça avait rien d'exceptionnel à l'époque, parce que c'était une petite brasserie dans le centre-ville, mais il y en avait 11 autres. Effectivement, la vie de la brasserie a démarré à cette période, 1845 donc. Saverne était un peu à la croisée des chemins pour beaucoup de destinations, et pour revenir beaucoup plus loin en arrière, Saverne s'appelait Trestabernet, la ville des Trois Tavernes. Donc on a une implantation qui est tout à fait cohérente, petite brasserie qui a démarré tranquillement en 1845. Et quelles sont les origines de cette brasserie ? La brasserie a été créée par une famille locale, la famille Schweikart. Alors cette brasserie était évidemment de taille modeste, c'était principalement de la consommation dans l'établissement, puisque c'était également un restaurant, une taverne. Donc la production était faible et exclusivement consommée sur place. La bière se transportait pas à l'époque. Ça explique aussi le nombre de brasseries dans chaque village. Cette brasserie a évolué évidemment très très doucement. Il y a eu quelques épisodes difficiles, notamment quelques guerres qui se sont un peu mêlées de tout ça, déjà en 70. Avec un passage déjà pour l'époque de l'Alsace sous pavillon allemand. Mais cette brasserie a bien tenu le coup et a continué à progresser jusqu'en 1911, où la croissance a généré une demande d'espace plus important, et 1911 a été la date de déménagement sur un nouveau site qui était un peu excentré de Saverne. Alors aujourd'hui, la ville a rattrapé le site, mais le lieu de production a effectivement eu une croissance assez forte. La capacité est passée de 10 000 hectos à 100 000 quasiment en l'espace de quelques mois. Les aléas de l'histoire font que la brasserie va plus ou moins bien, et puis finalement c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'elle reprend du poil de la bête. Absolument, donc les périodes des guerres successives ont été complexes pour l'ensemble des brasseries, qui ont été partiellement aussi réquisitionnées. Pour la brasserie de Saverne, l'étape importante, c'est plutôt après-guerre, avec une reprise difficile, il fallait reconstruire quasiment l'intégralité. Donc cette structure a continué à avancer, alors à un rythme relativement faible, mais comme beaucoup d'entreprises, même au-delà du secteur brassicole. Donc on arrive assez rapidement dans les années 70, avec là aussi une nouvelle crise au sein de l'ensemble des brasseries. Ça coïncide quasiment avec une autre crise qui est la crise pétrolière. Donc en 73, la brasserie de Saverne passe sous pavillon sarrois, donc la région allemande qui est juste à côté de notre région à nous. Donc la brasserie a été reprise par une autre brasserie, un confrère allemand qui s'appelle Brasserie Beckers, installée à Saint-Kingbert du côté de la Sarre, un petit peu au nord de Saarbrück.
À partir de la reprise par Beckers en 1973, là ensuite la brasserie coule des jours un peu plus heureux. Alors c'est un peu des jours partiellement tranquilles parce que le secteur brassicole était en pleine mutation à l'époque. Il y a beaucoup de reprises, de regroupements durant cette période. Donc Beckers, qui est un acteur assez modeste en Allemagne, mais avec plutôt une bonne implantation en France. Et cette brasserie est elle-même reprise par un groupe sarrois un peu plus grand qui s'appelle Carlsberg, avec un K pour la précision, qui est une famille brassicole de 4 générations, qui est déjà implantée partiellement en France avec une distribution, notamment dans la partie restauration, d'une marque qui est encore connue aujourd'hui, c'est Carlsberg. Donc cette brasserie, en reprenant la brasserie Beckers, se trouve un peu par hasard, brasseur en France, avec une petite brasserie qui est en Alsace et qui s'appelle à l'époque Brasserie de Saverne. Après avoir repris la brasserie de Saverne en 89, le groupe Carlsberg, avec un K, se lance dans des investissements considérables pour faire de cette brasserie une grande brasserie à l'échelle nationale et internationale aussi peut-être ? Absolument, l'ambition de Carlsberg a été effectivement de créer un espèce de fer de lance en France, avec là aussi une volonté de répondre à une mutation du marché français qui accueillait à peu près à cette période, la première fois, des distributeurs spécialisés dans le hard discount. Donc il y avait une vraie opportunité de marché pour le groupe Carlsberg de s'installer durablement sur une offre de marques distributeurs, un secteur en grosse croissance à l'époque, et donc a entrepris un investissement extrêmement important à Saverne, avec la reconstruction de quasiment l'intégralité de l'outil de production, nouvelle salle de brassage, nouvelle ligne de conditionnement, pour en faire à l'époque sans doute la plus moderne des brasseries en Europe. Oui, c'est ça. Techniquement, la brasserie de Saverne devient pratiquement le leader européen de la marque de distributeur. Absolument. Donc cette nouvelle capacité, cette possibilité de faire des volumes importants sur le site de production de Saverne, l'a assez rapidement positionné comme étant le spécialiste du genre, donc la marque distributeur, et de devenir, quelques années après, le leader européen de cette catégorie-là de produits. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui ? Alors, il y a des cycles. Donc le cycle pour Brasserie de Saverne, effectivement, a été inversé, pas tout à fait dans les années 2000, mais un petit peu plus tard, avec effectivement une spécialisation d'autres sites de production, voire même de nouvelles unités qui sont arrivées en France. Donc forcément, la compétition étant plus forte, il a fallu prendre des choix stratégiques sur une réorientation de la vocation de brasserie de Saverne de l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là que la brasserie de Saverne commence à s'intéresser à l'emblème de la ville, qui est un animal, et c'est la licorne. Brasserie de Saverne, à l'époque, était peu présente dans l'univers des marques, alors que le marché a évolué, avec l'apparition de beaucoup de bières de spécialité, avec des marques fortes, voire même emblématiques. Donc cette lacune dans l'assortiment de Brasserie de Saverne a été comblée, avec une initiative sur une des marques qui avait déjà existé depuis un certain temps, mais qui n'était pas très travaillée, et qui correspond à l'emblème historique de la ville de Saverne. Donc c'est la licorne, c'est un animal qui est représenté sur une très belle statue sur la place centrale de Saverne. Donc on a utilisé cet animal pour en faire l'emblème de notre brasserie, avec la création d'un assortiment. Ça a démarré avec un produit qui était plutôt destiné à approvisionner le marché local, qui s'appelle Licorne Alsace. Donc Licorne Alsace a la particularité d'être un produit issu intégralement de l'agriculture locale. On a été hyper précurseurs. À l'époque, personne ne nous parlait d'empreinte carbone et de toutes ces choses-là qui sont devenues très à la mode. Donc nous, on a pris ce pari, on a pris le risque à l'époque de créer une bière 100% alsacienne pour les Alsaciens. Donc ça a mis le pied à l'étrier pour un développement d'assortiment assez conséquent. Et surtout, ça a été le premier pas vers un changement d'identité de l'entreprise, qui est passé de Brasserie de Saverne à Brasserie Licorne début 2008. Et ça a aussi permis à la brasserie Licorne de s'implanter plus fermement sur le territoire alsacien, où elle était peut-être mal représentée et en tout cas devait faire face à une forte concurrence. Absolument, oui. Donc la bière d'Alsace a quand même une réputation forte, même mondialement. Donc brasserie, alors Licorne du coup installée en Alsace, avait un petit déficit de positionnement. Donc le marché local, c'était pas forcément le marché le plus fort. Avec les restructurations de cette période-là au niveau de l'univers brassicole alsacien,
disparition d'un certain nombre d'acteurs, il s'est créé une ouverture pour peut-être un nouveau concept de brasserie locale. Donc on s'est mis dans cette brèche-là pour développer notre identité locale et de faire de Brasserie Licorne une véritable brasserie alsacienne, reconnue pour ses produits et pour la qualité de ses produits. Donc cette brèche-là nous a ouvert énormément de portes localement et on est devenu un acteur important régional. Plus de 15 ans après, c'est toujours aussi vrai ? Alors c'est plus vrai que jamais, puisque aujourd'hui on est totalement incontournable dans l'univers des brasseurs en Alsace. Alors, je suis moi-même président des brasseurs d'Alsace, donc c'est presque une suite logique. Mais en tout cas, on est devenu un acteur totalement incontournable avec un assortiment de produits qui plaît énormément. Donc on reste sur des produits très typiques bières d'Alsace, mais on a également un assortiment très très riche sur des bières de spécialité de toutes sortes, des noires, des bières à la mangue. Enfin voilà, un développement très dynamique et on a certainement contribué aussi à l'essor de la consommation de bières locales avec cet assortiment qui plaît énormément. Malgré ce repositionnement très fort, parce que ça a été carrément un virage et un vrai changement de cap, Brasserie Licorne reste présente aujourd'hui dans la production de marques distributeurs ? Alors nous sommes toujours un acteur de ce segment-là, même si la voilure a été réduite de manière assez forte, toujours pour les mêmes raisons, difficulté d'être compétitif sur un segment qui bouge énormément, donc changement aussi fondamental de l'univers concurrentiel. Donc on continue à produire des marques distributeurs, alors plutôt sur des segments innovants, donc on est toujours et systématiquement les premiers à lancer une nouvelle catégorie de produits sur la marque distributeur. C'est notre marque de fabrique et on continuera à le faire. Le temps qu'on pourra, bien sûr, la concurrence nous suit de près. Et on accepte ce challenge d'être toujours à devoir innover et à évoluer dans ce qu'on propose à nos clients grande distribution. Aujourd'hui, Brasserie Licorne produit grosso modo 1 million d'hectolitres de bière par an. Un tiers des volumes est destiné au CHR. Aujourd'hui, Licorne, c'est 170 personnes et un rayonnement France, Europe, monde. En fait, on est sur plusieurs catégories de clients et de géographie. En fait, on est une brasserie nationale, donc ça c'est relativement important, même si notre univers de marque au début s'était cantonné localement avec le produit qu'on a évoqué, Licorne Alsace. Mais on a dans notre assortiment des produits comme Black by Licorne, Slash, qui ont une vocation à être distribués nationalement. On a un réseau de distribution en France qui est relativement dense. On a une quarantaine de commerciaux en tout qui rayonnent sur la France. Donc ça, c'est relativement important pour nous. Sur la partie internationale, nous sommes présents dans plusieurs continents. Alors on a principalement l'Afrique qui s'approvisionne sur certaines catégories de nos produits, mais on a également la Chine et des choses un peu plus exotiques. On fournit beaucoup de nos produits dans des pays comme Taïwan ou Oman. Donc voilà, nous rayonnons dans le monde avec aussi une volonté de distribuer nos marques principalement. Donc Licorne, nous souhaitons effectivement en faire notre cheval de bataille pour aller à l'assaut de certains pays qui effectivement manifestent un intérêt pour notamment un produit en particulier qui s'appelle Slash, qui est un produit très moderne avec un niveau de qualité très élevé. Donc on a des perspectives de croissance très fortes sur les pays un peu plus exotiques. Bonjour, donc Fabrice Schnell, je suis le directeur technique de la Brasserie Licorne. La Brasserie Licorne qui fait de gros efforts, ou en tout cas pas mal d'efforts en termes d'économie d'énergie, en termes de récupération des énergies qu'elle produit. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui a été mis en place et dans quelle mesure pour devenir une brasserie plus verte ? Oui, effectivement, on a démarré il y a quelques années notre plan de sobriété, on va dire ça comme ça. On a commencé avec des économies d'eau. On a mis en place différents leviers, en l'occurrence sur le tunnel pasteurisateur, où on a changé le soft. On a mis un nouveau logiciel qui nous a permis d'économiser 30 000 m3 d'eau par an, en s'adaptant au rythme, à la cadence et au format de bouteille. Donc ça porte ses fruits. On récolte depuis 3 ans, on va dire, les fruits de cet investissement. Et on a embrayé la même démarche pour l'énergie. Donc on était équipé par le passé par une station ammoniac. On a quitté l'ammoniac pour un gaz beaucoup plus respectueux et on a mis des groupes froids à la place. Donc le groupe froid, d'un côté, il nous refroidit la bière à l'aide du glycol. Et de l'autre côté, il chauffe, on récupère cette énergie
Donc cette énergie, cette eau à 45 degrés, elle est stockée. C'est une pile énergétique. Donc on a un premier tank, on stocke cette eau, 45 degrés. On a greffé un récupérateur d'énergie sur nos vapeurs d'ébullition, de telle manière à récupérer les vapeurs d'ébullition et on repousse cette eau de 45 à 96 degrés. C'est vertueux, cette eau elle est chauffée vertueusement et la boucle est bouclée, quoi. On a également mis un autre récupérateur d'énergie sur les gaz de combustion de notre chaudière, sur la cheminée précisément. Ces gaz sont à 250 degrés. On récupère cette énergie, pareil, on stocke dans une pile énergétique l'eau à 90 degrés qui nous sert pour le process. Donc du coup, on est autonome en eau chaude, on va dire du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et on a également d'autres projets sur les compresseurs, récupération d'énergie. Et par ce biais-là, on va être autonome du 1er janvier au 31 décembre en eau chaude pour le process, pour l'empâtage, pour les différentes phases de cuisson que vous allez découvrir plus tard. Et on a aussi quelques petits projets dans nos tiroirs que je ne dévoilerai pas encore. Comme ça, du coup, ça donnera l'occasion à Olivier de revenir et de me poser la même question. Et on fera la suite à ce moment-là. Alors moi, je sais, parce que j'ai laissé traîner mes oreilles, qu'il y avait un projet de récupération de CO2, puisque c'est la nouvelle crise qui touche la brasserie en général et personne ne s'y attendait vraiment, quoi. Oui, tu as entièrement raison. Actuellement, on est vraiment dans la crise avec le CO2. Pourquoi CO2 ? Parce que la crise énergétique fait que ces industries s'arrêtent, donc il n'y a plus de production d'ammoniac et de chimie. Donc du coup, on est en réflexion pour récupérer notre propre CO2 lié à la fermentation. Donc on a un gisement et on va essayer de l'exploiter pour réintégrer ce CO2 issu de la fermentation dans nos bières et d'être aussi un peu plus vertueux par ce biais-là. Mais pas complètement autonome. Pas complètement autonome, pourquoi ? Parce qu'on produit des boissons comme le Dardog ou d'autres boissons de soft où on est obligé d'ajouter du CO2 technique. Donc on sera encore amené à acheter du CO2. Alors évidemment, tout ça, c'est bien hein, de s'inscrire dans une démarche de respect de l'environnement et dans un cercle vertueux, mais ça représente des investissements qui sont colossaux. Tu peux nous donner un chiffre en termes d'investissement annuel ou sur une période de 10 ans ou... Ouais, je ne pourrais pas donner un chiffre de manière précise, mais effectivement, les investissements représentent quelques millions, ça on est d'accord. Il y a également, l'État favorise aussi cette démarche dans la transition énergétique. Il y a moyen d'être soutenu, soit par Climaction, par l'ADEME, différents organismes. Il y a les fameuses fiches C2E également qui sont présentes, où on peut taper dedans. Tout ça, ça dépend un peu de vos puissances, du produit, de la manière dont vous l'installez. Nous, on a l'habitude de travailler avec un petit BE qui est Synergie. Tout ça, c'est adapté sur mesure, c'est pas du standard. Donc du coup, je préfère pas donner de chiffres, mais c'est vrai que ça représente quelques millions et c'est important. Mais important dans les deux sens. Et cette crise énergétique fait accélérer aussi cette transition énergétique du fait de devoir préserver la rentabilité financière et la préservation des matières premières. Bonjour Olivier, bienvenue dans la salle de brassage. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Olivier Bernhardt, je suis l'actuel responsable de conditionnement pour Brasserie Licorne, anciennement responsable qualité et développement. C'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de te présenter un peu les process de fabrication. Donc là, on est dans la salle de pilotage de notre salle de brassage. Donc salle de brassage qui date de 1993, donc c'est un outil malgré tout relativement récent et très automatisé. On a une capacité de production ici de 10 brassins sur 24 heures, sachant qu'on a des brassins d'environ 450 hectolitres. Donc c'est un process de brassage, j'ai envie de dire, conventionnel. Donc on travaille des matières premières conventionnelles en brasserie, du malt d'orge principalement, d'origine française et allemande, de l'eau qui est issue du réseau d'eau potable de la ville de Saverne. Donc on a la chance à Saverne d'avoir une eau d'excellente qualité pour des applications brassicoles. Donc on l'utilise telle qu'elle, on ouvre le robinet et on a la même eau que chaque habitant de la ville, sans traitement, directement utilisée ici en salle de brassage. Et on va utiliser bien sûr des houblons également, qui sont de provenance alsacienne ou éventuellement allemande aussi. Donc l'ensemble de ce process, si on veut le balayer rapidement, c'est une succession de cuves. Alors dans le détail, la première cuve, celle qu'on appelle la cuve d'empâtage, c'est la cuve dans laquelle on va venir verser
l'eau d'empâtage et la farine de malt d'orge. Cette farine de malt d'orge, on l'aura préalablement produite aux étages supérieurs du bâtiment avec notre moulin à marteau, et qui va permettre de réduire le grain en farine. Donc on est sur une farine très fine, puisque dans la suite du process de brassage, on va avoir une étape de filtration qui chez nous se fait sur un filtre presse, c'est un filtre à membrane en haute pression, et qui permet l'utilisation de farine très fine et qui permet donc d'obtenir un maximum de rendement aussi sur l'extraction des composés issus du malt d'orge. Donc on verse environ entre 7 et 8 tonnes de farine avec une quantité d'eau préalablement chauffée et va se dérouler la première étape de brassage, donc on appelle l'empâtage, avec toutes les différentes étapes de palier enzymatique, etc., détails biochimiques dans lesquels je rentrerai peut-être pas maintenant. Chaque étape va durer environ 2 heures. D'accord ? Donc au bout de 2 heures, on va quitter la cuve d'empâtage et on va aller en filtration. Donc le filtre, comme je le disais, c'est un filtre presse, une succession de plateaux recouverts de membranes filtrantes, et on va filtrer l'ensemble du mou issu de la cuve d'empâtage de façon à obtenir un liquide limpide et exempt de toute matière solide, particules, etc. On récupère en fin de filtration ce qu'on appelle les drèches. Donc les drèches, c'est les résidus de malt d'orge qui ont été retenus dans le filtre. Et ces drèches vont être stockées puis revalorisées en filière alimentation animale. Donc on a des agriculteurs locaux, mais aussi des entreprises spécialisées dans le négoce de l'alimentation animale qui viennent récupérer les drèches et qui ensuite vont ou les transformer ou les utiliser telles quelles en fourrage pour le bétail. Le mou clair va sortir du filtre et va aller en cuve d'ébullition. Donc c'est lors de l'ébullition qu'on va favoriser l'évaporation d'une partie de l'eau contenue dans le mou. On va concentrer le mélange de ce fait et c'est durant la phase d'ébullition aussi qu'on va rajouter le houblon. Donc on travaille sur Saverne avec plusieurs variétés de houblon conditionnées sous différentes formes, sous forme d'extrait ou sous forme de pellet principalement, avec des variétés aromatiques et des variétés amérisantes. Une fois l'ébullition et le houblonnage terminés, on va passer dans le whirlpool. Le whirlpool, c'est une cuve avec des dimensions un peu particulières qui va permettre la séparation de ce qu'on appelle le trouble chaud du mou, qui lui va être pompé sous forme de surnageant limpide et qui va pouvoir ensuite être refroidi puis acheminé jusqu'en cave de fermentation. L'ensemble du process pour un brassin va durer environ, en fonction de la recette, entre 7 et 8 heures. Et on en enchaîne toutes les 2 heures à peu près. On a quitté la salle de brassage pour aller dans le bâtiment du conditionnement où ça travaille dur, là, ça embouteille. Là, on est sous l'encanneuse. Il y a une microbrasserie. Alors ça, c'est assez rigolo parce que on a vu des cuves gigantesques à l'extérieur des bâtiments où fermente la bière. Mais là, on est sur... c'est quoi, c'est ta cuisine ? Ah oui, effectivement, c'est la cuisine expérimentale. Donc c'est notre outil de développement. Et c'est ici qu'on va faire tous nos essais, toutes nos créations, qu'on laisse libre cours à notre imaginaire. Donc on teste de nouvelles souches de levure, de nouvelles matières premières, de nouvelles recettes, de nouveaux process. On a une petite unité ici de 250 litres qui nous permet donc de laisser libre cours à notre créativité. Et c'est par cet outil de développement que sont passés tous les derniers lancements de Brasserie Licorne. Je pense au Slash, je pense à la Licorne Alsace, je pense à la dernière année, la Slash Mangue, la Slash IPA, etc. Donc tous ces produits-là ont été mûrement réfléchis et développés ici. Ensuite, on a tout un process de développement qui s'y rattache avec des analyses, des dégustations, des panels, etc. Voilà, donc c'est quelque part la cour de récréation, mais ça reste très sérieux parce que c'est du développement. Alors justement, quand on parle de développement, c'est quoi la durée du process entre tiens, j'ai une idée de recette et le moment où elle arrive sur le marché finalement? Alors, pour la mise sur le marché, je ne saurais pas trop vous répondre, ce sera plutôt dans le cadre marketing et commercial, mais pour la partie purement développement technique,
Entre la première idée et la faisabilité industrielle, il y a plusieurs mois qui se passent. Donc sur Saverne, on a toujours eu cette force d'être extrêmement réactif, mais il reste des contraintes ou des impératifs techniques qu'on ne peut pas contourner. Et généralement, oui, ça va passer par plusieurs mois de développement, sachant que dans un process brassicole, il y a de toute façon des étapes qui sont relativement incompressibles et qu'on ne pourra donc pas raccourcir pour accélérer le processus. Un des derniers produits que j'ai eu la chance de développer était la Slash IPA. Sur ce produit-là, je pense qu'on était sur à peu près 6 mois de développement. Voilà. Le temps de trouver la bonne recette de brassage, le temps de trouver les bons houblons, les étapes de dry hopping, etc. À peu près 6 mois de développement. Après avoir quitté la salle de brassage, le mou arrive ici, on est dans la salle de fermentation. Alors effectivement, là, on est dans une partie de notre cave de fermentation, donc la partie la plus récente, dans laquelle ont été installées les cuves les plus grandes aussi. Donc on est sous 4 cuves de 3000 hectolitres chacune. Donc, ce sont des cuves cylindro-coniques, donc le process il est relativement simple. Avant que le mou issu de la salle de brassage ne soit amené jusqu'en cave de fermentation, on va venir mettre la levure dans la cuve. D'accord ? On va travailler chez nous avec différentes souches de levure en fonction des recettes et des produits finis désirés. On a quelques levures de fermentation basse et quelques levures de fermentation haute également. Donc on a cette particularité de faire des lagers et de faire des ales chez Brasserie Licorne. Avec des souches propres ou... Alors on a des souches qu'on va qualifier de commerciales et on a également des souches propres, oui tout à fait. Donc on peut approvisionner des souches commerciales et les développer chez nous, ou on peut partir effectivement d'une souche cultivée en labo, ici à Saverne, et passer par notre propagation jusqu'à des volumes industriels. Donc ces levures utilisées principalement sous forme liquide vont être injectées dans la cuve de fermentation, puis le mou issu de la salle de brassage va venir se mélanger à cette levure et démarre ensuite le process de fermentation qui, en fonction de la recette, va se dérouler à différentes températures et qui va durer un certain laps de temps qui peut aller de quelques jours à quelques semaines, là aussi en fonction de la recette. Une fois la fermentation aboutie, on va refroidir l'intégralité de la cuve. Donc on est sur un procédé unitank, c'est-à-dire que la fermentation et la garde se fera dans la même cuve. Donc chaque cuve est individuellement refroidie et la température est gérée individuellement sur chaque cuve. Et on va démarrer la phase de garde, donc une fois la fermentation aboutie, avec un premier tirage de la levure. Et là aussi, en fonction de la recette, la garde va être d'une semaine à plusieurs semaines en fonction des recettes. Une fois la garde terminée, alors ce que je n'ai pas dit également en salle de brassage, c'est que l'ensemble du process de fabrication est contrôlé et vérifié à chaque étape, de la matière première jusqu'au produit fini, par nos laboratoires physico-chimiques et microbiologiques. Et donc en fermentation également, on vient vérifier tous les jours le bon déroulement de la fermentation par la mesure de différents paramètres physico-chimiques. Une fois que le labo constate l'aboutissement de la fermentation et que la garde s'est bien déroulée, on va passer sur l'étape de filtration. Donc on a chez nous une filtration que j'ai envie de dire conventionnelle en brasserie sur Kieselguhr, donc sur les terres du diatomée, et qui va permettre à l'issue de la filtration l'obtention d'une bière parfaitement limpide, transparente et sans trouble, et qui sera une dernière fois stockée dans les tanks de bière finie, qui va donc très rapidement être conditionné. Olivier, on est déjà passé tout à l'heure devant les lignes d'embouteillage, les lignes d'encanage. Là, on arrive à la station d'enfûtage. On disait tout à l'heure avec Dominique que le CHR, la distribution en CHR représentait un tiers des volumes. Ça fait quand même quelques hectos à mettre en fût. Et là, on est face à un système qui est quand même pas mal automatisé. Ah oui, effectivement. Donc, on est équipé aujourd'hui de 3 lignes d'enfûtage. 2 lignes d'enfûtage pour le fût conventionnel métallique consigné, sachant qu'on va produire des fûts de 15 et 30 litres principalement. Alors les 2 lignes sont fortement automatisées dans le sens où l'opérateur est cariste principalement
charge à lui d'approvisionner la ligne en fûts vides qui sont revenus de nos clients dépositaires et doter ensuite les fûts pleins pour les remettre en stock, destinés à la vente. Donc les deux lignes ont une capacité totale d'environ 250 fûts à l'heure. On a une troisième ligne qui s'y rajoute, c'est notre ligne de fûts jetables. Donc on est sur une technologie de fûts en PET. Ça a une approche différente du fût. Donc c'est cette fois-ci un emballage perdu qui ne nécessite pas de nettoyage, de ramassage, de récolte par les dépositaires, etc. Il est neuf lorsqu'il arrive à la brasserie. Il est rempli et stocké puis vendu. Donc c'est un cycle beaucoup plus court que le fût consigné. Mais les principes, on va dire, de remplissage sont les mêmes que sur un fût conventionnel. Mais le gros des troupes, ça reste quand même le fût inox. Ah oui, tout à fait. Le cœur de l'atelier ici, ça reste le fût inox. Donc je disais, principalement en 15 et 30 litres. Toute notre gamme de bières est également conditionnée en fût pour nos clients cafetiers. Le process, lui, il est relativement simple. Le fût retour dépositaire est déposé par le cariste sur le convoyeur et ensuite on a un robot avec une pince de préhension qui va manipuler le fût vide pour le déposer sur l'entrée de la laveuse. Donc le fût va être nettoyé à l'extérieur comme à l'intérieur avec des jets à haute pression et des solutions de nettoyage. Pour finir, il sera stérilisé à la vapeur, rempli, étiqueté, capsulé, repris par la pince du robot pour être déposé sur la palette du fût plein. Donc c'est une chaîne entièrement automatisée. On a investi cette année dans une nouvelle ligne qui sera destinée à remplacer la plus petite des deux lignes existantes et qui va nous permettre d'augmenter encore notre capacité de production en fût inox. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Olivier, on débute avec la première licorne, la licorne Alsace, 100% alsacienne. Alors oui, effectivement, un de nos produits emblématiques qui a pour caractéristique, comme son nom le prédit, licorne Alsace, d'être à base de matières premières 100% alsaciennes. Donc de l'orge bien de chez nous, du houblon bien de chez nous et le savoir-faire de Saverne. Donc on est sur une bière blonde qui titre à 5,5% volume. C'est une bière de fermentation basse, donc c'est une lager. Et si on veut la décrire rapidement, je dirais qu'au nez, on est principalement sur des arômes de céréales. Donc un nez bien équilibré, avec une levure pas trop prononcée qui laisse effectivement ce côté céréal s'exprimer pleinement. À l'œil, on a une belle couleur dorée, bien caractéristique des matières premières qu'on approvisionne localement. Une fine bulle, une mousse compacte liée à la fine bulle. Et en bouche, on retrouve ce bel équilibre avec toujours les céréales qui dominent, légèrement houblonnée. Donc une bière que je qualifierais de très équilibrée et toujours très agréable à boire, très désaltérante. Et donc sur cette bière 100% alsacienne, les céréales proviennent de la région et le houblon, bien sûr, houblon alsacien, on est sur une variété Striezelspalt. Ça c'est pour frimer parce que je le prononce bien. Et ouais. Deuxième dégustation. Alors là, on passe sur un tout autre produit, mais toujours emblématique de Brasserie Licorne, c'est la Licorne Black. Donc la Licorne Black, alors le profil il est très, comment dirais-je, facilement reconnaissable, atypique par rapport à ce qu'on peut attendre d'une bière brune lorsqu'on la compare aux autres brunes que réalisent nos confrères, que ce soit en France ou en Europe. La principale différence et caractéristique justement de la Licorne Black, c'est que c'est une bière qui a l'aspect d'une brune mais qui ne goûte pas la bière brune. Donc on est sur des nez très prononcés néanmoins de céréales torréfiées qui rappellent le caramel, des produits de torréfaction,
On a une magnifique mousse, très très généreuse, légèrement teintée, comme la bière elle-même, très crémeuse. Et ensuite, sur le produit en lui-même, on a une belle couleur d'un brun profond qui tire presque sur le rouge et qui est parfaitement limpide. En bouche, excellent, comme d'habitude. Donc Licorne Black, c'est un produit en bouche très rond. Il n'y a pas vraiment d'attaque franche et amère comme sur d'autres bières brunes. C'est quelque chose de vraiment suave, c'est rond, c'est très agréable, c'est très équilibré en bouche. Il n'y a pas trop d'amertume, ni trop de corps. Voilà, c'est un produit vraiment atypique et qui a toujours énormément de succès. Troisième dégustation, on continue, Olivier, avec ta bière. Oui, on va dire ma bière, effectivement. Ouais. Donc c'était un de mes produits de développement. Donc on est sur la Slash IPA. Donc une des représentantes de la gamme Slash. Aujourd'hui représentée par une Slash blonde, une Slash IPA et deux Slash aux fruits, la Slash mango et la Slash red. Donc on revient sur notre Slash IPA. Donc la Slash IPA, comme son nom l'indique, on est sur un produit type Indian Pale Ale. À savoir que notre Slash IPA, comme on le voit bien là dans le verre, on a à nouveau une belle couleur dorée qui rappelle bien les maltes utilisés en salle de brassage. Un chapeau de mousse généreux et crémeux avec une belle tenue. Un nez typique des deux houblons utilisés dans ce produit. On est sur du Citra, origine USA, et sur du Mistral, origine Alsace. Donc à nouveau une fierté locale. Les deux houblons utilisés en dry hopping laissent pleinement s'exprimer leurs arômes, avec des notes d'agrumes et de fruits exotiques, très très gourmands au nez. Et en bouche, on a une belle amertume, loin d'être désagréable ou astringente, immédiatement présente, mais comme je dirais, qui ne racle pas le palais. Donc c'est un produit à nouveau bien équilibré, et surtout très puissant sur ses arômes, donc très, très agréable avec ses notes de fruits exotiques très présents. Attention, attends, tu veux fermer peut-être? Ah, il faut rincer le verre. Ce sera notre quatrième et dernière dégustation, la Slash Mango. Donc la Slash Mango, autre représentante de la famille Slash, donc toujours aussi, comment dirais-je, caractéristique, atypique, innovante, etc. Slash Mango, comme son nom l'indique, c'est une bière au jus de fruits. Alors c'est une bière qui titre un peu plus que ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Hein. Donc là, on est à 8% volume. Autant dire que ça attaque déjà un peu. Mais le gros avantage du produit, c'est que ce pourcentage d'alcool quand même relativement élevé est complètement compensé par l'aromatique de la mangue, la fraîcheur du fruit et la rondeur du produit. Donc là, on est sur toujours une mousse blanche, un chapeau de mousse blanc, une couleur dorée, une couleur de bière pas forcément modifiée par la présence du jus de fruits. Sur les arômes, on reconnaît immédiatement la mangue, une touche de fruits exotiques aussi, mais avec une mangue dominante. Et en bouche, alors là, c'est l'éclate de fruits. La mangue qui tapisse vraiment la bouche. On a l'impression de mordre dans le fruit. Mais on a l'amertume de la bière quand même, qui vient apporter cet équilibre. Donc on est bien sur une bière aux fruits. On n'est pas sur un fruit à la bière, on est vraiment sur une bière aux fruits. Et un produit très très intéressant. Autant au nez qu'en bouche. Et qui, à mon avis, est destiné à beaucoup de succès. Hop, ok.
Merci à Dominique Bodendistel, Fabrice Schnell, Olivier Bernhardt et à toute l'équipe de la Brasserie Licorne pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.